Voilà, tiens. Ah bon. C'est un père fatigué par 30 ans d'attente et de combats judiciaires. C'est difficile de me relever debout. Depuis que sa fille Marie-Angèle s'est volatilisée en juillet 1988 à Auxerre. L'ombre du tueur en série Michel Fourniret a toujours plané sur cette disparition, mais sans certitude. Jusqu'à la semaine dernière, où celui qu'on a surnommé l'ogre des Ardennes est enfin passé aux aveux. Claude de Metz, bientôt 90 ans, ne s'y attendait plus. Au fil des années, il avait accepté l'idée de ne pas savoir ce qui est arrivé à sa fille, dont le corps n'a jamais été retrouvé. J'ai réagi par la lassitude, quoi. J'étais fatigué, quoi. Fatigué, un peu dégoûté, quoi. Puis on a dit, on est obligé d'abandonner, quoi. Michel Fourniret vient également d'avouer un autre meurtre. Celui de Johanna Parish, une étudiante anglaise qui vivait elle aussi à Auxerre en 1990. Marie-Angèle et Johanna s'ajouteraient à la liste macabre des victimes de Michel Fourniret et de son épouse et complice Monique Olivier. En 2008, le couple diabolique a déjà été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de 7 jeunes filles entre 1987 et 2001. Mais le tueur avait toujours nié son implication dans les disparitions de Marie-Angèle et de Johanna. Alors, comment expliquer ces aveux soudains, 3 décennies après les faits? Un rebondissement qui couronne la réouverture minutieuse d'une enquête où tout a été repris à zéro. En 1988, Marie-Angèle a 19 ans. Elle souffre d'un léger handicap mental et vit dans ce foyer du centre-ville d'Auxerre. Elle y a été placée après que sa mère a déserté le domicile familial en abandonnant ses enfants. Le 8 juillet 1988, elle devait prendre le train, mais elle disparaît. On m'a téléphoné en me disant est-ce que Marie-Angèle est chez vous? Et ça, c'était le foyer, hein. Le foyer Leclerc de Fourolle. J'ai dit, elle n'est pas chez moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Son père l'avait vue une semaine plus tôt. Un détail l'avait alors chiffonné. D'habitude, elle venait par le train. Là, elle n'est pas venue par le train. Elle m'a dit qu'elle était venue en voiture avec un type. Elle n'a pas voulu me dire qui c'était. J'ai eu une mauvaise impression. Sa sœur aînée, Véronique, a alors 23 ans. Elle vient d'avoir son premier enfant. Elle ne s'inquiète pas tout de suite. Pour moi, elle avait fugué, quoi, je veux dire. Mais du côté d'Auxerre. Je pensais qu'elle était avec un chéri ou une copine. Voilà, quoi, je veux dire. Un avis de recherche est diffusé dans la presse. Les semaines passent, aucune nouvelle de Marie-Angèle. La jeune femme est majeure. Alors, 6 mois après sa disparition, le tribunal d'Auxerre classe l'affaire sans suite. 1 an et demi plus tard, le 17 mai 1990, au petit matin, c'est le corps d'une autre jeune femme qui est repérée par un pêcheur, à quelques kilomètres d'Auxerre, dans l'Yonne, à Monéto. La victime, dénudée, a été frappée à mort, puis violée. Les enquêteurs identifient Johanna Parish, une étudiante anglaise, alors assistante dans un lycée d'Auxerre. Ses parents, Roger et Pauline, qui vivent en Angleterre, sont informés le lendemain. C'était très brutal et violent. Et évidemment, c'est un énorme choc. Dans un moment pareil, votre cerveau disjoncte et vous pensez « ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver, pas à moi, ils se sont trompés de personne ». On ne savait rien. La seule chose qu'on nous a dite, c'est que son corps avait été retrouvé dans l'eau, près de là où elle travaillait. Pour arrondir ses fins de mois, Johanna avait passé une petite annonce pour donner des cours d'anglais. La veille de la découverte de son corps, elle avait quitté le lycée où elle travaillait. Elle avait rendez-vous à 19h dans le centre-ville d'Auxerre avec un homme qui l'avait contacté pour son fils. Personne ne la reverra. Et pendant des années, l'enquête piétine. Maître Corinne Herman est l'avocate des parents de Johanna.
À l'époque, dans Lyon, il y a beaucoup d'affaires non résolues, surtout pour la période 80-90. Johanna Parish, les faits ont lieu en mai 90, et on est dans cette espèce d'arrêt ou d'incompétence ou de dysfonctionnement de la justice dans Lyon. À ce moment-là, toutes ces affaires sont en souffrance, ont été abandonnées par la justice et par les enquêteurs. C'est-à-dire que le dossier est juste oublié au fond d'un tiroir, au fond d'un placard, parce que c'était quand même un dossier assez important. Et c'est un dossier qui va rester comme ça, abandonné pendant une dizaine d'années. Il y aura très très peu de vérifications. Les parents de Johanna décident de mener leurs propres investigations. Ils viennent régulièrement à Auxerre, distribuent des tracts, espèrent trouver des pistes. On était absolument horrifiés de se rendre compte que les Auxerrois n'avaient jamais vu une photo de Jo. La photo que nous avions mise sur les tracts, ils nous disaient « Ah, c'est elle !» En Grande-Bretagne, je déteste comparer, mais si quelqu'un disparaît, la première chose que la presse ou la police fait est de diffuser la photo de la victime pour savoir si quelqu'un connaît cette fille ou si quelqu'un l'a vue. Les parents de Johanna se sentent mis à l'écart d'une enquête qui ne progresse pas. Jusqu'en 2003, 13 ans après la disparition de leur fille, à 350 km d'Auxerre, la Belgique arrête un homme pour une tentative d'enlèvement qui a échoué. Il se nomme Michel Fourniret. L'homme se mure dans le silence. Alors, les policiers interrogent sa femme, Monique Olivier, pendant 1 an, plus de 300 fois, jusqu'à ce qu'elle craque en 2004. Yves Charpenel est alors procureur de Reims et dirige le volet français de cette enquête. Quand elle donne ses aveux, bon, quand même, on ne va pas avouer un meurtre, elle va en avouer une dizaine, ce qui est quand même, dont certains dont on n'avait jamais entendu parler, dont on ne savait même pas que la personne était morte. La liste macabre d'un couple démoniaque. De 1984 à 1987, Michel Fourniret purge une première peine de prison à Fleury-Mérogis pour agression sexuelle et viol sur mineur. Il fait la connaissance de Monique Olivier par le biais d'une petite annonce. Ils correspondent et scellent un pacte. À la fin de son incarcération, elle l'aidera dans sa quête obsessionnelle de jeune vierge. 2 mois après sa sortie de prison, Michel Fourniret s'installe avec Monique Olivier dans ce village, aux environs d'Auxerre. C'est dans cette région qu'il a commis son premier meurtre. Il aurait récidivé 6 mois plus tard avec Marie-Angèle. Le couple vit alors dans cette maison qui donne sur la place du village. C'est là que Michel Fourniret aurait repéré Marie-Angèle, qui vient parfois rendre visite à sa tante et sa grand-mère. Voici ce que déclare tout d'abord à son propos Monique Olivier dans ses aveux en 2004. Il avait remarqué dans le village une jeune fille qu'il avait qualifiée de beau petit sujet. Il avait décidé de l'enlever. Michel Fourniret lui aurait proposé de la ramener chez elle en voiture. Mise en confiance par la présence de Monique Olivier, Marie-Angèle aurait accepté. Il l'aurait menée sur un chemin isolé, après avoir fait descendre sa femme. Monique Olivier affirme alors: Il m'a dit qu'il n'avait pas réussi à obtenir ce qu'il voulait, ayant éjaculé trop tôt, et qu'il avait ensuite tué la jeune fille en l'étranglant, avant de mettre son cadavre dans le coffre de la voiture. Le lendemain, Michel Fourniret se serait débarrassé du corps, en précisant qu'on ne le retrouverait jamais. Pour Johanna Parish, Monique Olivier raconte d'abord que c'est elle qui conduisait la camionnette et qu'elle a assisté au meurtre. Selon elle, Michel Fourniret aurait demandé à la jeune fille de se déshabiller, ce qu'elle aurait refusé de faire. Il lui a alors donné des coups jusqu'à ce qu'elle ne parle plus. Elle était inconsciente et c'est alors qu'il l'a violée. Puis, Michel Fourniret aurait jeté le corps ligoté de la jeune femme dans l'Yonne. Des aveux précis et circonstanciés. Pourtant, Monique Olivier opère un revirement quelques jours après ses déclarations. Son avocat, maître Richard Delgenès, tente de nous l'expliquer. Elle va se rétracter. Elle va se rétracter devant le juge d'instruction à Charleville-Mézières parce qu'elle va indiquer que le procureur de la République de Charleville-Mézières l'a agressée pendant les auditions.
Alors pendant toutes les auditions, plus de 300 auditions, etc., jamais une seule violence, jamais de revendication de la part de Monique Olivier. Mais sur ces auditions-là, elle aurait été agressée. Lors de l'audition, Monique Olivier dit que le procureur de la République l'aurait secouée. On n'est pas sur elle n'a pas été tabassée, mais ce qu'elle indique, c'est qu'elle aurait été l'objet de coups de coude, de tapes derrière la tête, enfin de choses qui n'existent pas en Europe dans des commissariats, normalement, quand on interroge quelqu'un. Voilà. Ça s'appelle de la violence. Monique Olivier s'est rétractée. Et Michel Fourniret, lui, continue de nier. Vous reconnaissez combien de crimes ? L'enquête est au point mort pour plusieurs années encore. En 2011, faute de preuves, les magistrats rendent une ordonnance de non-lieu. Inacceptable, selon l'avocate des parents de Johanna. À un moment donné, la justice se dit « Bon, on va pas trouver, donc faut dégager ce dossier, faut dégager ce dossier, je peux pas le dire autrement. » Moi, je ne pourrai jamais l'expliquer parce que je ne pourrai jamais l'accepter dans une affaire où on a eu un meurtre, que c'est une évidence que c'est un meurtre, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de suspicion de suicide ou d'accident, c'est un meurtre. Donc je ne comprends pas que la justice française abandonne ses victimes. Depuis leur petit village en Angleterre, les parents de Johanna font appel de cette décision et critiquent la façon dont l'enquête a été menée jusque-là. On ne peut pas fermer une enquête non résolue. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas arrêter l'enquête tant qu'ils n'ont pas trouvé le meurtrier. Sinon, l'homme est toujours dehors si c'est un homme. Il peut assassiner d'autres gens. On s'est aussi rendu compte que l'ADN retrouvé sur la scène de crime a été endommagé et ne peut pas être exploité. Et pourtant, c'était la principale preuve matérielle qui aurait pu être utilisée contre Fourniret ou un autre. C'était un désastre, une terrible erreur. C'est en 2012 que l'enquête est rouverte, avec un nouveau juge et de nouveaux enquêteurs qui reprennent tout le parcours du tueur depuis le début. La semaine dernière, la juge interroge Michel Fourniret sur les meurtres de Johanna et de Marie-Angèle. L'enquête a réuni suffisamment de preuves pour qu'il se sente acculé. Le tueur en série aurait dit que ces deux jeunes filles avaient eu la malchance de croiser sa route. L'avocat de Michel Fourniret n'a pas souhaité s'exprimer. Le dossier est bétonné, il est clair. La juge d'instruction a pu réinterroger Michel Fourniret avec des éléments beaucoup plus solides, beaucoup plus vérifiés, ne lui permettant pas d'aller, mettre un peu de doute sur certains éléments. Effectivement, c'est plus difficile de dire non chaque fois qu'on vous amène un argument, et c'est, je pense, ce que la juge a fait. Et il a toujours dit que si on lui posait les bonnes questions, il donnerait les réponses. Après ces 30 ans de dénégation, les parents de Johanna restent prudents. D'autant que la psychologie de l'ogre des Ardennes est réputée complexe et manipulatrice. Quand j'ai appris ça, j'ai tout d'abord été très prudent. Très prudent. Parce que, évidemment, avec la rétractation des aveux de Monique Olivier, je me demandais pourquoi Michel Fourniret passait aux aveux maintenant. Après tout, c'est un manipulateur pervers, un psychopathe sans émotion. Était-il en train de jouer un de ses jeux? Nous ne savons pas. Si c'est vrai, ça voudrait dire que nous sommes arrivés au bout de ce que nous avons entrepris depuis 28 ans pour rendre justice à Joe, et qu'on ne peut pas faire plus s'il est reconnu coupable. Le père de Marie-Angèle, lui, espère une chose de ce rebondissement: retrouver enfin la dépouille de son enfant. Alors on va lui faire la guerre. Voilà. On va lui demander des précisions. On va où, quand, en compagnie de qui, ce qu'il en a fait. Et ça, je veux le savoir. Vous voulez savoir où est votre fille? Oui. Où qu'elle soit, je veux savoir où elle est. Quel que soit l'état dans lequel elle se trouve. Et ça, c'est comme ça. Ça, c'est devenu une obsession, déjà. Et ça ne me quittera pas. Mais comme je suis vieux, je ne sais pas si je verrai le bon. J'en sais rien. Ça m'embête.
Michel Fourniret devrait être réentendu dans les semaines à venir. Il s'est dit prêt à collaborer. Et les aveux du tueur en série recèlent un autre enjeu. Révélera-t-il une quelconque responsabilité dans d'autres affaires non élucidées, comme la disparition d'Estelle Mouzin en 2003 ? Plusieurs ADN féminins prélevés dans sa camionnette n'ont pas encore été exploités. Désormais âgé de 75 ans, l'ogre des Ardennes n'a peut-être pas encore livré toute sa sinistre vérité.